Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. En tout cas, merci de nous suivre de partout, de la RDC et également dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Nous sommes présentement à Butembo et vous le savez très bien qu'il y a les terroristes du M23 qui agressent notre pays et ils sont à une cinquantaine de kilomètres donc de la ville de Goma. Et sur ce point, nous recevons en exclusivité Arsène Caputu. Il est assistant à l'université officielle de Rwenzori. Également, il est politologue. Et donc, monsieur l'assistant, nous recevons sur notre chaîne en exclusivité sur ce qui se passe donc dans les Rutshuru. Également, et les dialogues qui a eu lieu à Bujumbura. Et bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous, messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Léo News. C'est un honneur et plaisir pour moi encore de venir sur cette chaîne partager avec tous les téléspectateurs partout sont en train de suivre cette vidéo. Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. Je dois rappeler que dans le fonctionnement continu des États, il est dit que les États peuvent collaborer, peuvent coopérer d'une manière ou d'une autre. Et dans ce sens, il revient au chef de l'État, qui est les symboles de l'unité nationale, les représentants de toute la nation, d'aller représenter son État vers un autre État, on sait d'une organisation X pour discuter de certaines questions qui concernent les États membres de cette organisation internationale. Au même moment, c'est aussi dans l'obligation du chef de l'État. Si ce n'est pas le chef de l'État, personne, il peut déléguer son ministre des Affaires étrangères comme technicien en matière de diplomatie et de coopération pour aller représenter ce pays dans une organisation X, discuter d'une question Y et trouver des solutions par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parti à personne participer à ces à ces sommets extraordinaires de l'East Africa Community à Bujumbura pour discuter de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 fait écho et une organisation, un mouvement rebelle qualifié de terroriste. Et je dois dire que si l'État congolais a été le premier à qualifier le M23 de mouvement terroriste, c'est parce que, d'une part, les autorités congolaises voulaient que la communauté internationale s'imprègne ou prenne en compte cette question du M23 parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle terroriste ou terrorisme doit intéresser le monde entier en entièreté. Ce qui fait que lorsque la RDC a qualifié le M23 d'un mouvement terroriste, c'était dans le sens de vouloir dire que tous les États du monde devraient se liguer contre le M23. Malheureusement, de l'autre côté, il semblerait que le M23 n'est pas un mouvement terroriste, mais c'est une organisation politico-militaire qui défendrait les intérêts de X ou Y selon les conventions ou selon les objectifs des uns et des autres. Et ce qui fait que, encore, les chefs d'État ou même leurs délégués de l'East Africa Community se sont rencontrés à Bujumbura, comme actuellement c'est le président burundais qui est le président en exercice de l'East Africa Community pour discuter de la question du M23. Voilà, de façon ramassée, c'est à quoi les chefs d'État sont partis échanger à Bujumbura. Selon vous, ce sommet aura un impact positif? Un impact positif, je doute. Ce n'est pas que je suis négativiste, mais je suis plutôt sceptique. Et je vais m'expliquer. Lorsque la RDC va à Bujumbura pour discuter la question du M23, je dois rappeler que ce n'est pas la première fois que l'M23 fasse du mal à l'État congolais. En 2012, l'M23 était là, il a été vaincu militairement, mais on ne sait pas pourquoi la RDC avait accepté d'aller négocier avec l'M23 à Kambala. C'est même un M23 qui n'a pas été satisfait par rapport peut-être à son cahier de charges est revenu ici à 2022-2023 pour encore faire la même chose. Ce qui signifie que la négociation de Bujumbura ne sera pas spéciale par rapport à la négociation de Nairobi, par rapport à la négociation de Kampala.
Mais si le chef de l'État congolais est parti prendre part à cette activité, c'était dans le but de respecter ses homologues, mais aussi s'acquitter de ses obligations, lui comme représentant de la RDC qui est le nouveau membre de l'East Africa Community. Mais dire que c'est Bujumbura qui mettra fin à la guerre du M23, c'est une illusion. Je m'explique. Lorsque je reviens dans la théorie marxiste, dans la théorie plutôt de Max Weber sous l'État, il dit que seul l'État dispose du monopole légitime de l'utilisation de la contrainte. En d'autres termes, seul l'État peut violer nos droits, seul l'État peut s'imposer sur n'importe quelle organisation qui tenterait de remettre à cause sa souveraineté. Or, la RDC, c'est un État souverain. Si la RDC, c'est un État souverain, alors la RDC a l'obligation de démettre l'M23 militairement et politiquement. Et comment y arriver? Il n'y a que les FARDC qui sont la seule solution à la question du M23. Parce que si les FARDC ne veulent pas ouvrir le feu sur le M23, on discutera beaucoup d'États qu'il faudra. Le M23 sera en train de gagner à temps et à terrain. Et je dois rappeler, ce n'est pas un secret. Le M23, on dit que c'est les Rwanda bis ou la RDF, l'armée rwandaise en fait, qui intervient sur le territoire congolais. C'est-à-dire, c'est les Rwandais qui nous agressent. Et ça, j'avais démontré dans une réflexion à travers les journées scientifiques organisées à l'Université officielle de Rwenzori. J'avais démontré comment c'est plutôt les Rwandais qui nous agressaient à travers la M23. Et là, c'était vers le début. Et d'ailleurs, la position du président rwandais Paul Kagame dans ce sommet a été claire. Pour lui, les forces de l'East Africa Community doivent d'abord frapper l'FDLR. Alors que pour notre président de la République, Tshisekedi, les forces la force de l'East Africa Community doit d'abord frapper l'M23. Ce qui devient une contradiction. Mais c'est clair et c'est tout à fait normal dans la société. Lorsque je reviens dans la théorie dialectique, il est dit que c'est de la contradiction d'idée que jaillit la lumière. Donc si en RDC nous voulons que la force de l'East Africa Community commence par frapper l'M23 parce que c'est une menace pour nous, comme cela, et cela d'ailleurs témoigne à quoi est-ce que l'M23 joue les jeux du Rwanda, c'est pourquoi Kagame a décidé, lui a voulu que ce soit plutôt l'FDLR qui soit les premières à être frappées par la force de l'East Africa Community. Cela signifie que pour les Rwandais, la menace, ce n'est pas l'M23, la menace, c'est plutôt l'FDLR. Parce que l'FDLR, il faut le dire, ce sont des Rwandais qui avaient fui après les génocides de 1994 à RDC pour venir se réorganiser militairement dans le but de conquérir le pouvoir au Rwanda. Donc, tant que l'FDLR sera dans les régions de l'Est de la République démocratique du Congo, la menace contre le régime de Kigali sera toujours présente. Et donc, si cette contradiction est restée dans ce sommet-là extraordinaire de l'East Africa Community, cela est une manière de dire que la RDC ne doit pas compter sur la force de l'East Africa Community. Parce que dans cette East Africa Community, la RDC est membre, les Rwandais est aussi membre. En d'autres termes, cette force devrait défendre les intérêts de tous ces États-là. Et pourtant, sur le territoire congolais, les intérêts sont divergents. Pour nous, il faut que l'M23 quitte le territoire congolais, alors que pour les Rwandais, l'M23 doit rester sur le territoire congolais pour lui faciliter le piège des ressources minières et occuper certains territoires congolais. Et quand ça reste dans ce sens, le président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions de la République, mais aussi la Constitution lui donne une grande fonction. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est lui qui doit donner l'ordre FARDC pour déloger l'M23 sur le territoire congolais. Réfléchir autrement, c'est perdre le temps. Réfléchir autrement, c'est sacrifier de façon indirecte les citoyens congolais sur la terre de leurs ancêtres. Et pourtant, nous avons l'obligation, nous avons le droit, nous citoyens congolais, de vivre tranquillement sur notre territoire. Parce que c'est notre territoire, c'est la terre de nos ancêtres. Ce qui fait que, personnellement, et je suppose que c'est le point de vue de la plupart, même les téléspectateurs de cette chaîne, que
ce sommet-là n'apportera pas la solution à cette question. Et selon vous, qu'est-ce que le président doit faire ou le gouvernement congolais pour éradiquer complètement les M23? Pour éradiquer les M23, la formule est déjà simple. C'est la force. Lorsque je reviens dans la langue maternelle parlée localement ici à Butembo, on a toujours dit que Dawaya Moto, ni Moto. Si je peux paraphraser, lorsqu'il y a une force, pour déloger la force, il faut une autre force. Ce qui signifie que si l'on veut mettre fin à l'aventure meurtrière du M23 sur le territoire congolais, les FARDC doivent être conséquentes. Et pour que les FARDC soient conséquentes, il revient encore au chef de l'État, lui comme commandant suprême des forces armées, d'investir sérieusement dans cette armée, donner des munitions conséquentes. D'ailleurs, il y a des avions qui seraient déjà achetés par la RDC pour vouloir démontrer notre force de frappe. Malheureusement, un de ces avions avait été saboté à l'aéroport de Goma et l'État congolais s'est tué. Alors que ça, c'était déjà une expression directe ou explicite de la guerre ou de l'agression. La deuxième piste de solution dans ce sens-là, les services de sécurité et de renseignement de notre pays connaissent qui sont les officiers supérieurs infiltrés au sein de l'armée. Qui nomme les officiers supérieurs au sein de l'armée? C'est le président de la République à travers son ordonnance. Il suffit encore de son ordonnance pour mettre dehors tous ces officiers supérieurs infiltrés. Et quand ces officiers-là seront écartés et mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes, eh bien l'armée sera nettoyée et cette armée sera forte. Les FARDC, nous citoyens congolais et même les autres citoyens du monde qui partagent la cause des Congolais, savent que les FARDC sont plus fortes. Elles sont capables de tout. Ce sont ces mêmes FARDC-là qui avaient humilié en 2012-2013 l'M23 ici, avec Mamadou Ndala. Ce sont ces mêmes FARDC qui, à Beni, fin 2013, début 2014, avant que Mamadou ne soit tué, ce sont ces mêmes FARDC qui étaient en train de déloger les ADF des régions de Beni. Ce qui signifie que les FARDC seuls sont la solution réaliste à la question du M23. Mais la stratégie que l'M23 a prise aujourd'hui, parce que l'M23 veut couper la route à Goma, pour que Goma ne soit pas provisionné des denrées alimentaires, mais aussi des produits manufacturés qui peuvent venir de la ville de Butembo, du territoire massif, territoire de Lubero, territoire de Rutshuru, territoire de Beni, c'est-à-dire couper les petits nord du Grand Nord. C'est une façon de vouloir amener le gouvernement congolais à négocier avec l'M23. Or, lorsque la RDC a déjà déclaré l'M23 comme un mouvement terroriste, il est dit internationalement qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes, il faut les frapper. Mais les M23 aussi savent qu'ils sont déjà mal qualifiés sur la scène internationale. Ils veulent plutôt pousser le gouvernement congolais à négocier de force avec lui. Et la RDC ne veut pas le faire. Comme la RDC ne veut pas le faire, c'est de déloger l'M23 de ces régions-là. L'East Africa Community est venue. Les gens pensaient que ce sont ces forces-là qui seraient la piste de solution à l'avancement du M23. Mais non. Plutôt, ces forces-là sont venues jouer le rôle de la MONUSCO, le cessez-le-feu, qui se faisait dans le passé. Et l'M23 est en train de progresser. Ce que l'M23 veut, c'est quoi? C'est de bloquer la ville de Goma pour que Goma soit étouffée. Et après, la population civile sera obligée de manifester pour obliger le gouvernement congolais de négocier avec l'M23. Et si cela arrivait, si le gouvernement congolais négocie avec l'M23, on connaît les revendications. C'est de revendiquer l'amnistie à tous les officiers de ces M23-là pour qu'ils ne soient pas traqués par la justice. C'est aussi demander que les militaires soient intégrés dans les FARDC, c'est que le président de la République et la plupart des citoyens congolais dignes de ce nom ne veulent pas. C'est aussi que tous les civils qui sont dans la M23 soient intégrés dans la fonction publique ou dans l'administration publique congolaise. C'est que nous ne voulons pas. Et si la RDC, c'est-à-dire les institutions politiques de la RDC, ne veulent pas
de ces revendications du M23 qui sont déjà connues d'avance, avant que même la RDC n'aille négocier avec les M23, parce que l'on a vu ce qui s'est passé à Kambala, c'est que la RDC a l'obligation de frapper. Il faut frapper. À Goma, il y a gouverneur, c'est un lieutenant général. Est-ce qu'un lieutenant général peut être humilié par une rébellion? Normalement, ce serait non. Est-ce que vraiment toute une armée peut être humiliée par un mouvement rebelle? La réponse serait non. Et donc, la population congolaise, elle est derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a que les mots d'ordre des institutions qui manquent pour que la population fasse ce qu'elle peut faire, manifester, et que les FARDC aillent sur la ligne de front et contraindre les M23 de partir. Mais faire autrement, en tant que les M23 sera en train de résister sur le territoire congolais, c'est enrichir indirectement les M23 et les Rwandais. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que cet enrichissement va se faire. Goma risquerait d'être étouffé. Lorsque Goma sera étouffé, donc coupé des territoires congolais, les habitants de Goma vont chaque fois acheter les produits qui viennent du Rwanda. Donc c'est l'argent des citoyens congolais qui viendra enrichir les Rwandais. Et les Rwandais prendront chaque fois cet argent pour venir financer davantage et armer davantage l'M23. Autrement dit, c'est l'argent des citoyens congolais qui contribuera à l'armement et au financement du M23 indirectement. Or, nous ne voulons pas ça. Et les institutions, j'estime qu'elles ne veulent pas de tout cela. Ce qui signifie que la RDC ou les institutions doivent recourir à la souveraineté de l'État congolais. Ça demande d'avis que ce soit. On frappe. Là où les M23 vont fuir, on les pourchasse. Mobutu l'avait fait contre Kabila, contre M. Laurent Désiré Kabila, je crois, en 1970-80 là-bas. Et il avait appelé ça le droit de poursuite. Et la RDC peut le faire. Aujourd'hui avec Tshisekedi, comme cela avait été fait avec Mobutu lors d'Isaïr. Donc, selon vous, l'RDC peut éradiquer l'M23 sans les assez. En tout cas, et c'est la seule piste de solution. Donc, il faut rompre les contrats, carrément. Oui, nous sommes souverains. Et nous ne sommes pas obligés de nous agenouiller devant les décisions de quelle organisation que ce soit. Nous faisons partie de l'Organisation des Nations Unies. La MONUSCO ici, elle a été incapable de chasser l'M23. Cette MONUSCO ici, depuis longtemps, elle a été incapable de démettre des ADF. Est-ce que ce sont les éléments de l'East Africa Community qui sont bien outillés que la MONUSCO? Est-ce que c'est cette force-là qui est bien financée que la MONUSCO? Non. La MONUSCO avait un budget de 1,5 milliard de dollars chaque année. Est-ce que cette East Africa Community peut avoir un budget comme celui-là? Mais la MONUSCO, avec un budget comme celui-là, a été incapable de d'émettre. Les M23, les ADF et les autres groupes Maïmaï. Ce qui signifie que ces organisations-là ne sont pas là pour nous. Et d'ailleurs, Lumumba l'avait dit à son époque, il avait dit que la solution au problème des Congolais viendra des Congolais et au Congo. Autrement dit, lorsque le chef de l'État va toujours là-bas, c'est comme s'il n'a pas bien assimilé cette leçon-là qui nous a été léguée par l'héros national de notre pays, Patrice Emery Lumumba. Il avait dit, je répète, que la solution au problème de la RDC ne viendra ni de New York, moins encore, ni de Bruxelles, moins encore de Paris, mais la solution au problème des Congolais viendra du Congo et par les Congolais. Et nous devons comprendre, chers citoyens congolais, que les autres là ne viendront pas mourir pour nous. Ils ont aussi leur famille chez eux là-bas. Ils ont aussi leurs terres pour lesquelles ils se battent. Si nous ne voulons pas mourir pour nos terres, si nous ne voulons pas nous battre pour nos terres, alors acceptons soit d'être colonisés pour la deuxième fois. Mais si nous ne voulons pas être colonisés, alors intégrons les FARDC, combattons aux côtés des FARDC, soutenons les FARDC, donnons des informations aux FARDC et aux autres services de sécurité pour permettre à ceux-ci de démettre militairement et tactiquement les M23 pour que la paix revienne chez nous. Parce que les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Et c'est ça la réalité du monde. Ne pas le comprendre, ce n'est pas être aussi réaliste. Qu'est-ce que vous attendiez de ce sommet-là de manière
De ce sommet-là, personnellement, je n'attendais rien. Je savais que Kagame allait camper sur sa position et Tshisekedi camperait sur sa position parce que chacun représente un État souverain. Et c'est ça l'expression même de la souveraineté. La souveraineté signifie qu'on ne reconnaît aucune autre autorité au-dessus de soi. Et si on ne reconnaît pas aucune autre autorité au-dessus de soi, Kagame qui représente le Rwanda, Tshisekedi qui représente la RDC qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus d'elle, le Rwanda qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus de lui. Donc chacun doit rentrer avec sa souveraineté pour l'imposer sur son territoire. Et quand il va imposer sa souveraineté sur son territoire, celui-là qui ne se sentira pas chez lui pourra prendre le chemin de chez lui. Et dans ce cas-là, on saura qui est qui. S'il y a parmi toutes ces rébellions-là, certains citoyens congolais qui ont déjà été trompés, je crois que le pape nous a dit que nous devons nous réconcilier. Ils peuvent se confesser et abandonner d'abord, déposer les armes et revenir auprès des institutions ou des services de l'État congolais pour dire qu'ils ont été trompés. Je crois que l'État congolais peut les recevoir. Mais s'ils résistent là-bas, donc ils jouent les jeux de l'ennemi et ils doivent être frappés. Parce que c'est il y a un adage que je vais paraphraser qui dit que il y a certaines personnes qui ne comprennent que le langage du coup ou le langage de la force. Si vous n'avez pas encore utilisé la force, lui pense que vous blaguez avec lui. Et c'est la même réalité pour ces M23 qui continuent à nous sécuriser depuis longtemps dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train d'appeler chacun à son niveau d'aller, de permettre aux FARDC, donc aux institutions de la République, de démettre militairement et politiquement ces M23. Et d'ailleurs, je venais de l'oublier, une autre revendication qui serait présentée par les M23 sur la table des négociations, c'est de convertir les M23 comme parti politique pour participer aux élections de 2023 et les autres élections. C'était la même formule avec le CNDP. Aujourd'hui, le CNDP fait partie des partis politiques congolais, alors que ça a été une rébellion qui a versé les sangs des Congolais. Mais suite à l'erreur commise en 2009, nous continuons à subir les conséquences. C'est la M23 qui veut aussi devenir un parti politique à RDC pour maintenant venir démocratiquement dans les institutions congolaises et continuer à nous infiltrer davantage pour nous agenouiller encore davantage et permettre au Rwanda d'avoir les décis sur la RDC. Malheureusement, il semblerait que certains représentants de l'État congolais ne le comprennent pas peut-être comme nous tous citoyens, mais au moins, s'ils l'ont déjà compris dans ce sens, il n'y a que la force qui pourra nous faire respecter sur la scène internationale. Et c'est ce jour-là où le M23 sera défait militairement et politiquement que l'on comprendra que la RDC, c'est un État souverain. D'ailleurs, même lorsqu'on revient sur les différentes théories de coopération et négociation internationale, il est dit que c'est celui qui a été vaincu qui demande, qui tend la main pour la négociation. Mais les vainqueurs ne peuvent pas tendre la main pour négocier. Malheureusement, cette erreur avait été commise par la RDC à 2013. Lorsqu'on venait de démettre militairement les M23, mais on ne sait pas ce qui aurait motivé le régime de l'époque d'aller encore à Kampala négocier avec les gens qui étaient déjà vaincus. En tout cas, on ne sait pas le mystère qui est caché au-dessus de ça. Mais la réalité prouve que c'est le jeu du Rwanda depuis 1994, 1996, à travers l'AFDEL. Parce que c'est à partir de cette année que le Rwanda a commencé à infiltrer notre armée sérieusement avec tous les services de sécurité et de renseignement jusqu'au jour où nous continuons à subir les conséquences. Mais au moins, il y a des documents ou des rapports qui disent et qui identifient d'ailleurs parmi les FARDC certains officiers supérieurs qui sont infiltrés, qui seraient des nationalités X ou Y. Mais le président de la République, sa signature, ça suffit pour que ces gens-là soient dégagés. Pour que nous soyons sous état de siège ici, au nord Kivu à Ituri, il a fallu son ordonnance.
Et pour des maîtres généraux ou colonels, c'est aussi sa signature, c'est à travers son ordonnance qui peut le faire. Voilà un peu, messieurs les journalistes, ce que moi je pensais et ce que j'ai comme lecture vis-à-vis de ce sommet extraordinaire de l'East Africa Community qui s'est tenu à Bujumbura et par rapport à ce qui se passe, à ce qui se passe dans le Petit Nord avec la progression d'un 23 vers Goma.